Une vidéo de caméra embarquée récemment publiée montre un simple contrôle routier à Oklahoma City. Selon les procureurs, un policier de l'État d'Oklahoma a violé une femme qu'il avait arrêtée, d'après les dossiers du tribunal, le policier Jarques. Evans a éteint sa caméra corporelle et son micro pendant le contrôle, a ordonné à la femme de se rendre à un deuxième endroit sous la menace d'une arrestation, puis l'a agressée sexuellement. Nous allons examiner la vidéo et les preuves numériques et médico-légales avec un avocat pénaliste. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, nous voulions absolument vous présenter cette histoire de manière claire. Et l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons le faire, c'est grâce au soutien que nous recevons de notre sponsor. Morgan, le plus grand cabinet d'avocats en préjudice corporel aux États-Unis, compte plus de 1000 avocats ayant obtenu des indemnisations. Écoutez, 25 milliards de dollars récupérés pour plus de 500 000 clients, pensez-y. Rien que ces derniers mois, un client en Floride a reçu 12 millions, alors que l'assurance n'offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un autre client a obtenu 26 millions. C'est 40 fois plus que l'offre de l'assureur. Avec Morgan & Morgan, il est facile de défendre vos droits. Vous pouvez déposer une réclamation sur votre téléphone si vous êtes blessé. Sur forcepeople.com/LC, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous ou scanner le code QR à l'écran. Nous avons obtenu une vidéo de caméra embarquée qui montre le début d'un contrôle routier qui s'est terminé par l'inculpation d'un policier de l'État d'Oklahoma pour viol. Maintenant, je vous préviens à l'avance, avant d'aller plus loin, je vais vous le dire tout de suite, c'est extrêmement choquant. Si ces allégations sont vraies, d'accord ? Donc, la vidéo montre l'ancien policier Jarques Evans arrêtant une femme pour une plaque expirée à Oklahoma City en janvier de l'année dernière. Nous avons choisi de taire son identité, mais vous le voyez la fouiller, la mettre dans sa voiture de patrouille et fouiller son véhicule. Mais selon les documents judiciaires, au bout d'environ 18 minutes, Evans aurait éteint son micro et sa caméra portée sur lui, et les documents judiciaires l'affirment. Il a ensuite dit à la femme de le retrouver à un autre endroit, sinon elle irait en prison. Et c'est là qu'il aurait, et il est accusé de l'avoir agressée sexuellement. Nous allons analyser cette vidéo récente, l'affidavit troublant, et comment des preuves acides désoxyribonucléiques sur l'uniforme du policier auraient conduit à son arrestation. Comment cela a-t-il pu arriver si c'est vrai ? Je veux revoir les allégations depuis le début. Nous sommes le 26 janvier 2025. Une femme est arrêtée par l'agent Evans. Et la raison, c'est qu'il y a une plaque expirée, donc pendant les premières minutes, tout semble assez standard, assez procédural. Evans lui ordonne de sortir, vide ses poches dont est sur le capot, puis lui demande de s'asseoir dans la voiture de patrouille pendant qu'il fouille le SUV. Dans sa voiture, elle passe des appels et on entend une partie de ses propos. Tu es sur un terrain, oui. Je suis sur la 29 et en hauteur. Why should he get pulled over? Out of the tag. Oh my God, I'm calling. Dans quelle voiture es-tu? Le nouveau Suburban? Oh, you fucking I don't think I'm going to jail, but I don't know. Ensuite, le rapport officiel s'interrompt. Evans, d'après la plainte de la victime, a coupé son micro et l'audio de la caméra. D'après la plainte, Evans n'aurait pas rédigé de contravention, mais lui aurait proposé le retrouver ailleurs ou aller en prison. Et sous cette menace présumée, elle aurait obéi. Et à ce nouvel endroit, la plainte affirme qu'Evans est monté dans sa voiture, a ouvert sa braguette d'uniforme et l'a agressé sexuellement, puis il est simplement parti. Apparemment, aucun rapport n'a jamais été rédigé pour ce contrôle. Mais vous savez ce que c'était, la femme qui l'a signalé. L'enquête qui a suivi ne reposait pas seulement sur sa parole. Il y a eu des analyses des médico-légales de l'Oklahoma State Bureau of Investigation sur le pantalon d'uniforme d'Evans, et devinez quoi? Ils ont apparemment trouvé une tache de sperme. L'acide désoxyribonucléique a identifié Evans comme le principal contributeur. Les enquêteurs ont aussi trouvé un texto envoyé à son ex-femme, affirmant avoir fait quelque chose de mal avec une femme. Il s'est arrêté, donc Evans a été arrêté, il a été renvoyé, il a été inculpé de viol et de sodomie forcée. La victime a également intenté une action civile contre lui et a cité l'Office d'hygiène publique, affirmant qu'ils avaient ignoré des signaux d'alerte dans son passé. Vous dites qu'il n'aurait pas dû être embauché, qu'il s'agit d'une embauche et d'une supervision négligente. C'est l'allégation principale. Voici la vidéo clé de la dashcam des contrôles routiers, le début publié. Voici les images capturées juste avant la coupure de l'audio et le début de l'agression présumée. Nous souhaitons les examiner. Et tout de suite, nous voyons Evans arrêter le Chevrolet Suburban. Il sort de son véhicule, il s'approche du côté conducteur, il demande à la femme de sortir de son véhicule. Il fouille tout de suite, vide ses poches et pose téléphone, clés et objets personnels sur le capot de sa voiture. Puis, il la conduit vers le siège passager avant de sa voiture de patrouille. Il la laisse et retourne fouiller.
Suburban Evans est hors champ, semblant fouiller le véhicule tandis qu'elle reste dans sa voiture. C'est alors, selon la plainte, qu'elle passe ses appels. C'est à ce moment-là qu'on voit un deuxième policier arriver et sembler aider à la fouille de cette voiture. Le contrôle se poursuit et à un moment donné, elle sort de la voiture pour parler avec les agents. Et plus de 20 minutes après le début du contrôle routier, le deuxième policier s'en va. C'est là que tout change, parce qu'Evans semble continuer à parler à la femme. Et selon la plainte qu'elle a déposée, c'est à ce moment-là qu'Evans a désactivé manuellement son micro, porté sur lui et l'audio de la caméra embarqué. Elle l'accuse, c'est une allégation. La vidéo continue parfois, mais l'enregistrement audio officiel s'arrête. Dans cette vidéo muette, on le voit apparemment la raccompagner chez elle. Il retourne à son siège de conducteur, les deux véhicules restent immobiles un instant, puis ils repartent dans la même direction. La caméra embarquée montre Evans parcourant une courte distance avant de se garer. Sa voiture de police est arrêtée et aucun autre véhicule n'apparaît. Il n'y a pas de son, donc sa voiture reste immobile pendant environ 12 minutes. Et selon l'affidavit, c'est pendant cette période qu'il aurait rencontré la victime à cet endroit secondaire et l'aurait agressée. Et puis, finalement, la vidéo semble montrer Evans démarrant sa voiture et repartant. Du point de vue du système, le contrôle routier est terminé. Aucune contravention n'a jamais été émise, aucun rapport d'arrestation n'a été rédigé. Pour nous aider à comprendre cette affaire, je suis rejoint par l'avocat de la défense pénale, Jean Day. Merci Jean d'avoir pris le temps. Je voudrais commencer par la vidéo elle-même, parce que nous voyons ce contrôle routier. D'après tout ce que l'on voit, cela semble procédural, puis l'audio est coupé à un moment précis. Donc d'un point de vue juridique, si cela est vrai, quelle est l'importance de cet acte? Un agent aurait apparemment éteint manuellement son enregistreur lors d'un contrôle. Commençons par là. N'est-ce pas? Eh bien, merci de m'avoir invité. Vous savez, on dit souvent que la vidéo ne ment pas, mais dans ce cas, c'est aussi l'absence de vidéo qui ne ment pas. Pourquoi un agent ferait-il cela? Pourquoi un policier aurait-il une raison de faire cela? En gros, modifier sur le terrain, je veux dire, ça suscite forcément des soupçons, dès le départ. Cela ne devrait pas arriver, un agent avec une caméra corporelle ne doit pas enregistrer sélectivement ses actions. Donc, légalement, cela soulève clairement l'idée d'une conscience de culpabilité dès le départ. Oui, sauf problème de sécurité, vous pouvez dire qu'il y a eu un dysfonctionnement, ce que je ne pense pas ici. Je dirais que le procès dont il est question affirme cela. Ce n'était pas simplement un acte isolé du trooper Evans, mais un échec du système de la police routière de l'Oklahoma, en mentionnant des signaux d'alerte comme une démission forcée ailleurs ou une décharge d'armes par négligence à l'académie. Quand vous regardez cela avec votre expérience, comment cet argument de recrutement négligent, de supervision négligente, fonctionne-t-il dans un cas comme celui-ci? Ce qui le rend si puissant, N'est-ce pas? Ce qui le rend puissant, c'est que c'est global, il dit. Regardez, cet officier avait des antécédents et il a été recruté dans la police d'État, la patrouille autoroutière, malgré ses antécédents. Cela évoque une embauche négligente, sans vérification des antécédents, ou alors les résultats n'ont pas été pris en compte. La plainte évoque une supervision, une formation et une embauche négligente, ainsi qu'une conspiration. Pour essentiellement intégrer un officier avec ce genre d'antécédents dans la police d'État. et regardez, l'ensemble de ces allégations est exposé dans cette plainte. Cette action civile qui a été déposée devant le tribunal de district du comté d'Oklahoma le 26 août 2025. Cela se passe 7 mois après le contrôle routier et 5 mois après l'inculpation pénale d'Evans. Il faut noter que cette plainte a été volontairement retirée sans préjudice devant le tribunal fédéral à la fin de l'année dernière. Ce qui signifie que le plaignant pourrait potentiellement la déposer à nouveau. Mais l'important dans tout ça, ce sur quoi nous voulons insister, ce sont les allégations détaillées. Si on les prend pour vraies, cela donne un récit assez saisissant. D'accord, je veux revoir les allégations suivantes. Coupure audio de la dashcam. On affirme d'abord qu'Evans n'a jamais rédigé de contravention ni procédé à une arrestation. À la place, il aurait utilisé son autorité pour déplacer la rencontre vers un deuxième endroit isolé. Citation. Après l'interpellation, le défendeur Evans a ordonné au plaignant de le retrouver à un second endroit. Le plaignant, sous la menace persistante d'une arrestation, s'est exécuté. Les données système de positionnement global et les images de surveillance ont confirmé que le plaignant s'est rendu dans une zone sombre près de Southeast 31e Street et South High Avenue, où Evans l'a rejoint ensuite. Voici le cœur des allégations d'agression sexuelle. Selon la plainte, en entrant dans le véhicule du plaignant à l'endroit secondaire, Evans a ouvert la fermeture éclair de son pantalon d'uniforme. Quand la plaignante a exprimé sa crainte d'être arrêtée pour prostitution,
Evans l'a rassurée en affirmant qu'elle ne le serait pas et que sa caméra corporelle était éteinte. Evans a demandé à la plaignante de se pencher. La plaignante, craignant une arrestation, a obéi. Evans lui a arraché ses vêtements et a eu une relation sexuelle sans son consentement. John, à toi. Tu lis ceci, tu considères ces allégations comme vraies, mais tu sais qu'elles n'en sont pas forcément. Pourtant, c'est bouleversant. Qu'est-ce qui te frappe dans ce récit? Est-ce la possibilité de preuves numériques? Est-ce l'idée de contrainte ou la peur d'être arrêté? Quand on parle de savoir si quelque chose était consenti ou non, c'est assez remarquable. Mais d'un point de vue juridique, qu'est-ce qui te frappe? Eh bien, rappelle-toi, tout a été fait légalement, en résumé. Ils disent dans la plainte que la plaignante a été violée, que ses droits ont été violés et que son corps a été violé par un policier. Agissant sous l'autorité de l'État ou du gouvernement, c'est là que surviennent les violations des droits civiques et constitutionnels. Parce que ce n'est pas juste, je veux dire, s'il existe une telle chose, une agression sexuelle ordinaire, ceci est une agression sexuelle selon la plaignante, accomplie parce qu'elle était sous l'autorité d'un agent de police et elle agissait par crainte de choses comme l'arrestation et des accusations. Elle affirme qu'elle ne sera pas accusée de prostitution si elle accepte, toute l'affaire reposant sur sa peur, non seulement de l'agent, mais aussi de son autorité, et des choses qu'il pourrait faire et des choses qu'il ne ferait pas si elle obéissait. Et d'ailleurs, pour être clair, la plainte indique qu'Evans est ensuite simplement parti. Mais pour être clair, l'enquête ne s'est pas uniquement basée sur son témoignage. L'affidavit décrit les preuves médico-légales de l'affaire. Citation. Au cours de l'enquête qui a suivi, la police autoroutière de l'Oklahoma a soumis le pantalon d'uniforme d'Evans au bureau d'enquête de l'État de l'Oklahoma pour des analyses médico-légales. Oklahoma State Bureau of Investigation. Les analystes ont découvert une tache de sperme à l'intérieur du vêtement. L'analyse acide désoxyribonucléique a confirmé qu'Evans était le principal contributeur, le plaignant ne pouvant être exclu du profil secondaire. John, globalement, cela semble très mauvais pour la défense. Que peuvent-ils faire? Que faire face à cela? Il y a peu de marge pour se défendre contre ces accusations. L'acide désoxyribonucléique peut se retrouver sur des vêtements de diverses façons. Un contact lors de l'interpellation initiale pourrait aussi y contribuer. Mais je veux dire, les preuves sont accablantes et elles sont irréfutables. Et si vous essayez de défendre le procès civil, votre meilleure option est d'essayer de régler cette affaire par un accord et de tourner la page. Parce que c'est tellement sordide et tellement horrible pour la jeune femme impliquée qu'un policier avec le pouvoir de l'État vous oblige à faire quelque chose comme avoir une activité sexuelle. L'officier tente de cacher toutes les preuves en coupant la caméra, rendant l'affaire presque indéfendable. Je veux dire, j'imagine qu'il devrait expliquer que c'était là pour une autre raison. Peut-être qu'il faisait quelque chose ou qu'il était impliqué avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas et je préfère ne pas spéculer, mais c'est clairement un sujet de discussion. C'est intéressant. Donc il y a ensuite ce que l'affidavit appelle une déclaration contre son intérêt, et on va en parler. Mais le procès révèle ce qui semble être un extrait de message texte. Les enquêteurs ont obtenu d'autres preuves grâce à des messages échangés entre Evans et son ex-femme le matin après l'incident. Dans ce message, Evans a reconnu avoir mal agi en parlant d'une femme arrêtée la veille au soir. Jean, que signifie une déclaration contre son intérêt? Et B, lorsqu'on évoque des preuves potentielles dans une affaire, on mentionne l'importance des images de vidéosurveillance, la police scientifique et les témoignages. Les messages textes, n'est-ce pas? Ce sont parmi les plus accablants parce qu'ils révèlent parfois l'état d'esprit. À moins que vous ne souteniez que quelqu'un d'autre avait votre téléphone et a envoyé quelque chose. Un tel message. A. Qu'est-ce qu'une déclaration contre son intérêt? B. Ce message est-il puissant? Une déclaration contre son intérêt est, comme son nom l'indique, une déclaration faite par une partie qui va à l'encontre de sa propre défense et la place dans une position désavantageuse. Dans ce cas, envoyer un texto à son ex-femme, par exemple, « J'ai mal agi », cela réduit à néant toute possibilité qu'il y ait une sorte de défense fondée sur le consentement, que d'une manière ou d'une autre, il s'agissait d'un acte auquel les deux parties avaient consenti, et cela montre une conscience de culpabilité, essentiellement de la part de l'expéditeur, de la part de l'officier, parce qu'on ne dit pas « j'ai fait quelque chose de mal » si on pense avoir fait quelque chose de bien. Donc, la déclaration contre son propre intérêt ici est très claire, et cela aide, du point de vue du plaignant, à l'établir. Il savait ce qu'il faisait, il savait qu'il avait fait quelque chose de mal, et il en fait la preuve auprès de son ex-femme. Je dois dire quelque chose. Si ces allégations sont vraies, il s'agit d'un membre des forces de l'ordre qui connaît les preuves. Pourquoi enverrais-tu ça par message? Oui, c'est une question.
Mais encore une fois, est-ce que c'était le policier le mieux formé, le plus expérimenté et le plus intelligent du coin? Non, on connaît au moins les allégations concernant son passé. On sait qu'il avait un passé très trouble, pour dire le moins. Et donc, on peut se demander si ce policier avait les idées claires. Il n'aurait pas fait ça. Mais en même temps, si vous êtes le plaignant, vous êtes reconnaissant qu'il ne soit pas le policier le plus intelligent de la brigade et qu'il ait laissé une trace écrite et numérique qui pointe vers ses mauvaises actions. Finalement, la plainte affirme surtout que la Office d'hygiène publique n'aurait jamais dû embaucher ou conserver Evans. Elle évoque ce qu'elle nomme des signaux d'alarme. Citation. Avant son embauche, Evans a dû quitter la police de Granada, Mississippi, dans des circonstances suggérant une faute potentiellement criminelle. Lors de sa formation à l'Académie de la police routière de l'Oklahoma, Evans a accidentellement tiré son arme dans un mur du centre. Cet incident grave aurait dû entraîner une évaluation psychologique supplémentaire. Pourtant, malgré les allégations détaillées évoquées, la plainte a été retirée sans préjudice devant le tribunal fédéral en janvier. Avant d'en arriver là, Jean, ce passé est-il vraiment pertinent pour l'affaire? Combien de ces éléments seraient présentés? Parce que ne pourrait-on pas dire, vous savez, qu'il faut avoir une sorte de lien entre les faits? Si vous affirmez que l'État a été négligent en embauchant ou gardant cet agent de police, vous revenez sur le passé et demandez pourquoi ils l'ont été. Que savaient-ils et quand? S'ils ignoraient, auraient-ils dû le savoir et pourquoi? Donc, cela concerne l'historique de l'agent, les raisons pour lesquelles il aurait pu être licencié, tout ce qui montre qu'il n'était pas apte à faire partie du service de police. Si vous êtes plaignant, cherchez à comprendre pourquoi. Quelqu'un aurait dû alerter plus tôt que cette personne n'était pas adaptée, consulter son historique. La plainte affirme que quelqu'un a décidé. Engageons-le, nous acceptons cet historique. C'est ici qu'intervient la négligence à l'embauche et l'accusation de conspiration pour l'intégrer aux forces, même s'ils connaissaient le passé douteux de l'officier, selon la plainte. Alors, John, quand ils disent « sans préjudice », nous savons que cela signifie que le plaignant peut déposer à nouveau l'affaire à l'avenir. Actuellement, les plaintes civiles contre Evans et la police autoroutière de l'Oklahoma sont suspendues. Mais cela semblait être un tournant inattendu, non? De l'extérieur, cela semble solide avec la preuve acide désoxyribonucléique, le texto et la caméra embarquée. Pourquoi un plaignant et ses avocats choisiraient-ils de retirer volontairement une affaire comme celle-ci à ce stade? Eh bien, vous savez, cela dépend de l'endroit où vous voulez être, tribunal fédéral ou tribunal d'État. Il y a des raisons stratégiques pour lesquelles vous pourriez choisir l'un plutôt que l'autre. Il pourrait y avoir des discussions inconnues. De nombreuses choses sont possibles, mais le plaignant ne semble pas abandonner ses revendications. Il semble juste qu'il se passe quelque chose dont nous ne sommes pas au courant. Et quels sont vos avis généraux sur l'affaire pénale contre lui? C'est un dossier solide. Il y a toute une trace numérique avec la caméra embarquée, le timing, vous voyez. Les agents sont suivis tout au long de leur service. Nous savons où ils étaient, nous avons la vidéo que l'agent montait lui-même, nous avons les déclarations de la femme et l'enquête. Si votre travail est de faire respecter la loi et que vous choisissez de la violer, c'est catastrophique. Il existe aussi des moyens de le retracer. Donc, encore une fois, on pourrait penser qu'un agent ne s'engagerait même pas dans ce genre d'activité, un agent des forces de l'ordre assermenté, mais comme dans toute profession, il y aura toujours ceux qui ne sont pas à la hauteur de leur mission. John Day, merci d'être venu, ravi de vous voir. Merci. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast habituelle. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber, à bientôt.